on va démarrer le grand 2 de ce chapitre I1 sur le champ magnétique. Il s'agit ici plus particulièrement de regarder ce qu'on appelle les cartes de champ magnétique. C'est-à-dire que notre champ magnétique est un champ vectoriel, donc un vecteur qui est défini en tout point de l'espace, et on aimerait bien avoir une idée de l'emplacement et des grandeurs de ces vecteurs. Donc avoir à la fois une information sur l'orientation des vecteurs et sur la norme de ces vecteurs. Donc on va essayer de voir comment les mathématiciens se sont emparés du problème et ont permis d'obtenir la représentation d'un champ vectoriel dans l'espace. Alors bien sûr, comme les cartes d'état-major, vos cartes vont être imprimées sur du papier, donc à 2 dimensions, pour essayer de représenter un truc à 3 dimensions. Donc la plupart du temps, nous aurons une coupe dans un plan de la disposition du champ, mais ça nous donnera déjà pas mal d'informations à ce niveau-là. Et on va définir, avoir pour définition que les lignes de champ, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de champ? Donc les lignes de champ sont des courbes orientées, c'est-à-dire qu'elles ont une direction, il y a une flèche qui est associée à cette courbe, donc orientée, telle que, en tout point, leur tangente en chaque point, la tangente est la même direction et le même sens, parce que justement du fait de l'orientation, que le champ. Un petit peu comme vous aviez une trajectoire en mécanique où en tout point vous saviez que la tangente à la trajectoire vous donnait la direction de la vitesse. Et bien là vous allez avoir la même chose. Si à un endroit vous avez un champ qui est comme ça, après puis ici comme ça, vous allez pouvoir tracer une ligne qui à tout endroit est tangente à votre champ et va pouvoir se retrouver. Alors plus exactement, après si je trace une ligne de champ comme ça, je vais pouvoir savoir que ici je vais avoir un champ qui est par là, ici il est par là, là il va être par là, donc à tout moment il est tangent. Alors ceci dit, l'aspect tangent ne me donne pas d'informations sur la norme du champ. Il va falloir que je connaisse quelque chose sur le champ, et en particulier si on regarde sur ce petit exemple-là, vous voyez qu'il y aura une caractéristique du champ magnétique, on dit qu'il est à flux conservatif, et on va voir que quand les lignes de champ sont éloignées les unes des autres, ça veut dire que le champ est plutôt faible, alors que quand elles sont proches les unes des autres, vous aurez plus de champ. Un petit peu comme avec un entonnoir, quand vous faites passer de l'eau, le débit de l'eau est le même à l'entrée et à l'extérieur de l'entonnoir. L'eau est un système à flux conservatif, le flux d'eau est le même en entrée et en sortie. Mais la vitesse de déplacement de l'eau va être plus faible en entrée qu'en sortie, parce que ici, comme il y a beaucoup moins de place, et il faut en sortir la même quantité dans le même temps, ça veut dire qu'on est obligé d'aller plus vite. Donc, vos lignes de champ vous permettent visuellement de représenter le champ vectoriel et avoir une idée de comment évolue le système et avoir cette information sur l'emplacement et la direction des champs vectoriels. Alors, pour avoir l'équation des lignes de champ, on peut mathématiquement retrouver une caractéristique. Ça veut dire que si on a un petit déplacement, donc petit déplacement, ce qui veut dire en langage mathématique, un déplacement élémentaire DOM le long d'une ligne de champ. Si on suppose qu'on ferait un déplacement le long d'une ligne de champ, ça veut dire que DOM, donc si on a une ligne de champ, on va appeler ce champ vectoriel A,
de manière générale. Hein, nous, on va l'appliquer sur B, le champ magnétique, mais là, on va l'appeler A. Donc, si on est le long d'une ligne de champ qui est représentative d'un champ vectoriel A, ça implique forcément que A et DOM sont collinéaires. Et mathématiquement, j'aimerais bien avoir une équation qui me permette de quantifier et d'affirmer si j'ai telle quantité qui est nulle, alors ça veut dire que A et DOM sont collinaires. Vous savez déjà que si on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires, alors le produit scalaire de l'un et de l'autre, de l'un avec l'autre, va être égal à 0. Si deux vecteurs sont collinaires, ce n'est pas le produit scalaire qui est nul, mais c'est le produit vectoriel. Donc, je vais avoir que à tout endroit, à tout instant, enfin sur tout point de la ligne de champ, quand je me déplace le long de cette ligne de champ et que je regarde le champ vectoriel A qui correspond à ce point de la ligne de champ, le produit vectoriel de ces deux vecteurs va être nul. Et ça vous permet de caractériser la ligne de champ. Par exemple, si on se place dans un plan OXY, dans OXY, vous avez, je ne sais pas moi, un champ vectoriel qui est défini par alpha x selon x plus bêta y selon y. Voilà, on sait que le déplacement élémentaire, ça va être du dxx plus dyey. Et à ce moment-là, quand on écrit le produit vectoriel A vectoriel DOM, je vais les écrire verticalement. Donc j'ai alpha x, bêta y et puis 0, qui doit être avec le produit vectoriel dx, dy, et puis je ne me déplace pas suivant z. Je suppose que toute ma ligne de champ est comprise là-dedans, donc que j'ai dz égale 0. Quand vous faites le produit vectoriel, ça le fait alpha x fois dy moins bêta y fois dx, le tout selon ez. Le terme selon ex va faire 0 parce que j'ai quelque chose fois 0 moins 0 fois quelque chose, et le terme selon ey, ça va être pareil puisque ça va faire intervenir le produit de ces deux-là et le produit de ces deux-là. À chaque fois, les deux sont nuls. Et je veux que ça, ce soit égal au vecteur nul, et j'en déduis que alpha x dy sera égal à bêta y dx. Alors bien sûr, ce truc-là, ça c'était mon a projeté sur x et mon a projeté sur y pour lequel j'ai décidé d'avoir des expressions explicites. Mais en ayant ça, je peux avoir y en fonction de x. Ça me fait une équation, vous voyez ici par exemple une équation différentielle. La dérivée de y en fonction de x va s'écrire bêta sur alpha multiplié par y sur x. Et là, vous avez tout l'arsenal mathématique qui permet d'intégrer ça. Ou alors, tout simplement, vous utilisez la méthode d'Euler ou ODEINT avec Python qui vous permet d'obtenir ça. Donc, justement, avoir le produit vectoriel permet de se ramener à un aspect intéressant pour déterminer ces lignes de champ. Alors, vous inquiétez pas, la plupart du temps, ce qu'on vous demande, c'est de simplement interpréter des lignes de champ, des cartes de lignes de champ, et non pas de les tracer forcément vous-même. Mais si jamais vous en avez besoin, il faut se souvenir que c'est le produit vectoriel qui apparaît là-dedans. Bon, donc ça, c'était la définition. Alors maintenant, si on regarde une carte de champ, justement, donc c'est un ensemble de lignes de champ dans un plan de coupe, c'est-à-dire qu'on va choisir un plan pour lequel les lignes restent dans ce plan, histoire que ce soit intéressant. Alors c'est pas obligatoire, mais ça permet de simplifier la plupart du temps la visualisation, parce que si vous avez des lignes de champ qui traversent votre plan comme ça, vous allez avoir simplement des petits points, et puis des tas de petits points ne vont pas forcément nous donner le plus d'informations possible. Alors, vous avez des caractéristiques pour le champ magnétique. Pour le champ magnétique, en particulier, parce qu'on peut très bien tracer des lignes de champ pour le champ électrique, on a les propriétés suivantes qui
de nouveau découle, vous le verrez l'an prochain avec les équations de Maxwell, mais ça découle des équations de Maxwell, notamment du caractère conservatif du flux du champ magnétique. Donc vous avez que une ligne de champ magnétique est une courbe fermée. Si vous êtes dans le bon plan, une ligne de champ magnétique est forcément une courbe fermée. Alors que les lignes de champ électrique, elles partaient d'un endroit, elles arrivaient à un autre et n'intervenaient pas, enfin pouvaient ne pas se refermer l'une sur l'autre et se fermer sur les plaques sur lesquelles il y avait les charges électriques. Donc ça aussi vous verrez dans l'électrostatique l'année prochaine. Et vous avez qu'une ligne de champ va avoir tendance à entourer, une ligne de champ B entoure les conducteurs qui sont parcourus par des courants. Donc quand vous voyez des lignes de champ qui se ferment autour de quelque chose, vous pouvez être sûr que dans ce quelque chose, il y a des courants qui sont en train de se balader. Et alors souvenez-vous, j'ai dit que le champ magnétique est perpendiculaire au courant, donc en règle générale, le courant va partir vers vous ou dans la feuille, alors que vous avez votre ligne de champ qui va apparaître. Voilà pour ces lignes de champ. Alors on va regarder quelques exemples, et on va essayer de travailler sur les exemples pour voir les caractères importants, donc les exemples de cartes de champ magnétique, parce qu'il y en a un certain nombre que vous devez connaître par cœur ou reconnaître facilement quand vous êtes dans ces situations-là et pouvoir les tracer. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut déterminer ces tracés? Alors l'expérience, normalement, là je ne peux pas vous la faire parce que je ne dispose pas du matériel correspondant, mais l'expérience reviendrait à prendre de la limaille de fer et de saupoudrer cette limaille de fer sur votre table de travail, notamment votre écran. Donc on saupoudre la limaille de fer sur votre petit aimant ici, et au niveau de l'aimant, vous voyez que cette limaille de fer s'agglomère et autour, comme j'ai fait un tout petit saupoudrage, elle a tendance à s'aligner, puisque la limaille de fer, c'est en fait des petits copeaux qui sont plus longs que larges ou gros. Donc ils ont tendance à s'aligner dans la direction, c'est des toutes petites boussoles, ils ont tendance à s'aligner dans la direction du champ magnétique à cet endroit-là. Et étant donné que c'est relativement local, si vous complétez les lignes de champ, vous les voyez comme ça qui se dessinent. Et donc si je pars à un endroit, je regarde le prochain élément de limaille de fer qui est globalement dans la continuité et ça me permet de voir que ça tourne. Ici par exemple, vous avez la rotation qui se voit bien et donc les lignes de champ correspondantes qui vont être par là. Donc on voit, donc ça c'est l'aspect avec les petites boussoles. Si j'enlève mes petites boussoles, vous voyez que les lignes de champ se dessinent. Alors bien entendu, quand on fait un dessin, on en est comme dans une trajectoire de phase, on n'en met que quelques-unes de ces lignes de champ, parce que s'il y en a trop, c'est plus lisible, en fait. Il y en a partout du champ magnétique, donc on en choisit quelques-unes, histoire de voir la forme globale de votre système. Alors remarquez une information, là les lignes de champ, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles devaient être orientées, donc j'ai rajouté l'orientation. Bien sûr avec la limaille de fer on ne voit pas cette orientation, mais il y a un moyen mémotechnique où vous avez que les lignes sortent par le nord, vous avez les deux mêmes lettres qui se retrouvent ici, et donc vous avez vos lignes de champ qui se rebouclent les unes sur les autres, et à l'intérieur de l'aimant, en fait, j'ai dit les lignes de champ sont des lignes fermées, mais en fait à l'intérieur de l'aimant, bien sûr on ne voit pas la limaille de fer, mais elle continuerait comme ça, et le champ magnétique a des boucles qui vont avoir une sorte d'aile de papillon pour le faire. On va dessiner ce petit exemple sur votre cours, parce que c'est important de le prendre en note. Donc vous avez pour l'aimant droit, donc pour votre aimant droit, on dessine le petit aimant donc rectangulaire
ce petit aimant rectangulaire, avec son pôle sud et son pôle nord. Vous avez que le champ magnétique sort, je vais mettre une autre couleur, le champ magnétique sort du nord, donc vous allez avoir votre champ magnétique qui fait ça et qui tourne, et hop. Et puis il en sort plein des lignes de champ, elles ne se croisent jamais, c'est exactement le même problème que pour les trajectoires de phase, et elles se referment parce que à l'intérieur en fait elles continuent aussi comme ça. Et bien sûr vous avez la même chose de l'autre côté avec les pointillés à l'intérieur, ça sort du nord et ça rentre par le sud. Donc vous avez une certaine disposition avec deux lobes, un petit peu comme un papillon. Là, bien sûr, il faudrait que j'en fasse encore un troisième parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit non symétrique. Vous avez vos deux lobes et vos deux lobes du papillon, les deux ailes du papillon qui se déplacent autour de votre aimant droit. Donc, rappel, ça sort du nord. Bon, donc ça, c'est pour l'aimant droit. Alors, en petit b, on va voir la spire circulaire. La spire circulaire, c'est un grand exemple, et on va voir qu'en fait, les lignes de champ magnétique sont complètement analogues à celles de l'aimant droit. Sauf que la spire par définition, c'est un système électrique, et pour votre système électrique, donc par exemple comme ça, vous prenez une bobine, donc vous prenez du fil. Alors normalement la spire c'est un seul fil, mais plus vous en mettez, plus le champ magnétique va être intense, donc pour essayer de le voir, ça va être pareil. Et je vous ai dit, autour du fil électrique, vous avez le champ magnétique qui tourne autour, donc dans toutes les directions. Au-dessus ça va comme ça, en dessous ça va comme ça, etc. Donc en particulier au centre, si je fais une coupe vraiment par le milieu de la spire, je vais obtenir un système comme ça avec les champs magnétiques qui ont tendance à tourner. Donc là c'est pas des lignes de force, c'est des lignes de champ, mais c'est les lignes de champ magnétique ont tendance à tourner autour du conducteur qui est ici, et vous avez que de nouveau qui se dessine le petit papillon de chaque côté, avec le champ qui rentre à l'intérieur de la spire et qui ressort de l'autre côté. Avec la règle de la main droite qui consiste à dire que si vous prenez votre main et que vous tournez autour du courant en suivant les lignes de la spire, votre pouce vous indique la direction du champ magnétique qui passe au milieu. Et à partir du moment où vous savez comment est-ce que ça rentre dans le milieu, vous savez qu'à l'extérieur ça ressort et ça tourne puisque les lignes de champ sont forcément fermées. Donc pour visualiser ça, vous avez votre spire. Alors je vais faire un dessin en 3D avec la partie qui est chez vous, qui est un peu plus en gras comme ça. Donc là, c'est la partie qui vient vers vous. Donc par exemple, avec le courant qui circule dans ce sens-là, à ce moment-là, le champ magnétique va avoir tendance à tourner autour de votre fil électrique et toujours dans le même sens, comme ça, hop, etc. Et là, donc règle de la main droite, hop, c'est orienté dans ce sens-là, ça revient dans ce sens-là, et pareil de l'autre côté, je vais avoir des cercles et qui se déforment au fur et à mesure, mais localement autour on verra que ça correspond à des cercles, et qui ont toujours tendance à tourner comme ça. Et si on regarde de loin, ou plutôt si je fais une vue en étant de face, si je regarde ma spire avec la partie qui est vers moi comme ça, j'ai cet aspect circulaire avec des éléments qui tournent. Ça ressemble à l'aimant droit, alors c'est pas entièrement la même chose, mais vous avez cet aspect en double aile de papillon qui est caractéristique et qu'on va pouvoir aussi revoir par la suite. Alors, on a parlé des bobines.
en électricité, donc elles vont revenir ici. Je vous avais promis qu'on démontrerait tout un tas de caractéristiques, notamment le U égale LDI sur dt. Alors on va le démontrer à partir d'une autre loi fondamentale qu'il faudra accepter, bien sûr, mais au moins ça en découle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bobine? Une bobine, c'est rien d'autre que plusieurs spires les unes à côté des autres. Alors on pourrait prendre des spires séparées, mais le plus simple c'est de en fait l'embobiner, d'avoir un seul truc. Donc en fait c'est pas vraiment une spire, puisque à chaque fois quand ça tourne ça avance un petit peu, ça fait un mouvement hélicoïdal. Mais en première approximation, si on le découpe, c'est comme si j'avais mis plusieurs spires les unes à la suite des autres. Donc si je m'amuse de nouveau à faire avec la limaille de fer, donc là vous voyez votre bobine et votre champ qui est bobiné comme ça, vous voyez que cette limaille a tendance à se répartir dans le tube qui est ici, où le champ va être relativement fort, et puis de l'autre côté, ça retourne, donc exactement la même tête en fait que celle de l'aimant. Si on fait une simulation, vous voyez que la bobine, elle part vers le haut, vers le bas, et donc elle traverse le plan dans lequel je veux regarder mon champ magnétique, et vous voyez qu'à l'intérieur, les lignes de champ se dessinent comme ça. Hein. Pour faire la simulation, ils ont pris un truc, ils ont juste mis dessiné sur 1 cm et puis regarder dans quelle direction était le champ à cet endroit. Ce qui nous permet d'avoir les informations. Alors, on peut justement, j'en ai encore ici, une vision de loin, et là on voit apparaître, si vous représentez ça comme un rectangle, plutôt que votre... donc comme ça, là vous avez votre bobine, et puis si vous prenez votre aimant, en mettant ces sections cylindriques, vous avez exactement les mêmes courbes de champ, parce que quand on superpose des spires les unes à côté des autres, le comportement global va être de guider le champ magnétique à l'intérieur des spires, puisqu'elles doivent passer dans chacune des spires, et ensuite ressortir à l'extérieur, ce qui est exactement ce qu'on a observé pour les aimants. Bon, donc la bobine, si on fait un petit détail, votre bobine, elle va être comme ça, elle va avoir tendance à tourner autour. Voilà. Le courant, par exemple, va dans ce sens-là. Donc, j'ai un champ magnétique global qui va aller dans ce sens-là. Et j'ai des lignes de champ qui vont avoir tendance à tourner autour et se refermer et qui se rassemblent. Et plus je m'éloigne, ou plus j'atteins le centre, plus vous avez votre système qui a tendance à partir sur le côté, avec bien sûr des trucs dans l'autre sens de l'autre côté. Hop. Et c'est totalement analogue, donc avec les orientations comme ça, c'est totalement analogue aux lignes, donc totalement analogue aux lignes de champ de l'aimant droit, ligne de champ d'un aimant droit. Et donc on va pouvoir faire une analogie entre une bobine et un aimant droit. En particulier, on peut déterminer le pôle nord de la bobine qui dépend du sens dans lequel le courant circule. Mais là, en l'occurrence, votre pôle nord de la bobine va être ici, le pôle sud est là, puisque le champ magnétique sort du pôle nord pour l'aimant droit, il sort du pôle nord, même convention pour la bobine. Et si vous remplacez cette bobine par votre aimant, vous avez de l'extérieur exactement le même comportement. Alors, je vais faire un tout petit point d'arrêt sur, puisque si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une compétence exigible qui est que vous devez savoir tracer des lignes de champ à partir d'équations fournies, donc en ordinateur. Et pour avoir cet ordinateur, vous pouvez mettre un petit code informatique. Donc, je vais décrire plus particulièrement le code informatique. Alors, comme je me place dans un plan et comme j'ai pas envie de faire des calculs de rotation, de coordonnées et compagnie, j'utilise ici l'importation du module CMAT. Le module CMAT vous permet d'utiliser les complexes et dans le plan complexe, je peux
avoir la partie réelle, ça sera mon X, la partie imaginaire, ça sera mon Y. Les rotations, c'est facile à calculer. Les déplacements, je sais aussi faire, c'est simplement ajouter un nombre complexe là-dessus. Donc, l'aspect vectoriel est automatiquement pris en compte. On utilise la valeur du mu0, qui est quelque chose qui apparaît très très souvent qu'on verra plus tard quand on déterminera les formules qui nous permettent d'obtenir le champ magnétique, et notamment pour mettre un champ magnétique qui correspond à un fil qui traverse perpendiculairement ici mon système, il y a une formule qui dit que le champ magnétique, il est suivant Eθ et il vaut mu0i sur 2πr. Et donc, j'ai exactement ça, r étant la distance au fil. C'est donc la position qui est un complexe, je vous rappelle, moins la position du fil, qui est le complexe dans l'endroit où le fil est en train de se planter. Et quand je calcule cette différence de deux nombres complexes, le module de cette différence, donc la valeur absolue, puisque le module correspond à la valeur absolue sur les complexes, enfin la valeur absolue correspond au module sur les complexes, le module de mon complexe me donne cette distance. Donc j'ai moyen de déterminer le champ magnétique et le vecteur. Le vecteur Eθ, c'est quoi? C'est le vecteur direction, donc le R, qui correspond à un vecteur dans les complexes, divisé par la norme de R. Alors bien sûr, il ne faut pas que je prenne un point qui se place sur le fil, sinon je vais avoir un souci. Et multiplier, ça c'est le vecteur ER, et si je veux avoir le vecteur Eθ, il suffit de multiplier par J, parce que ça correspond à une rotation de π sur 2. Je veux définir mon champ magnétique global, et je me suis dit, je mets deux fils. Un qui se place avec un courant 1 à chaque fois, donc à chaque fois le courant il vient vers vous. L'un qui est dans le plan complexe au niveau de I, le deuxième qui est en moins I, donc à la verre perpendiculaire. Je vais donc avoir mes deux fils qui vont se retrouver ici. J'en ai un là et un à cet endroit-là, donc un en 1 et l'autre en moins 1. Alors comment est-ce que je fais? Je me pose la question, je vais utiliser un intégrateur de type Eun, comme on l'a vu en informatique dernièrement. Donc cet intégrateur, c'est simplement pour calculer le prochain point, je me place à un point de départ et étant donné le pas que je m'impose et la direction là-dedans, je fais la somme, puisque finalement dans le plan complexe, faire des sommes, ça revient à faire des sommes de vecteurs. L'intégrateur lui-même, il est placé là, donc je me place dans un point de départ, je m'impose de ne pas dépasser 5. Là, je me fais un 1000 pas au maximum, je fais des pas de, on pourrait dire 1 cm si l'unité était le mètre, ou alors de 0,1 mm si on prend 10 unités en centimètres. Ça, c'est juste pour avoir une idée. Et je continue tant que la partie réelle, c'est-à-dire le x en valeur absolue est inférieur à x', c'est-à-dire je ne dépasse pas ici, ce n'est pas la peine de regarder des lignes de champ qui partiraient là-bas alors que finalement je ne vais pas le tracer. Pareil pour les y. Et que je ne suis pas revenu, que je suis suffisamment loin, attendez voir, L0, donc L0 c'est le point de départ, et ce point de départ va changer au fur et à mesure, ça veut dire que quand je reviens ici, je m'arrête aussi si j'arrive à tomber au même endroit. Vous voyez que ici, le point est légèrement plus foncé dans le dessin qui correspond en fait au caractère, je viens de refermer mon champ, donc l'intégration est relativement correcte pour revenir au même endroit. Donc tant que c'est bon et que, ou alors que j'ai pas, au début il faut que je sois suffisamment loin, donc il ne faut pas que je m'arrête tout de suite puisque je suis au point de départ, et puis finalement que je prenne les 1000 points correspondants. Donc la première direction, c'est le point de départ. L'estimation par Euler du prochain point, c'est en regardant par ce pas à partir du point de départ avec le champ au point de départ. Vous vous souvenez que Eun, c'est dire je regarde dans le futur et au niveau du futur, j'estime la vitesse. Là, ma vitesse, c'est ce qui veut être tangent à ma ligne de champ, c'est-à-dire le champ magnétique. Et donc, je réestime le champ magnétique au point d'arrivée, je reviens au point de départ et je dis en fait, je vais prendre la moyenne des deux champs magnétiques, ça me donnera une meilleure estimation de l'endroit où je dois arriver. Et donc cette moyenne est là et j'avance d'un pas et je rajoute à ma liste L et voilà, j'ai fait mon intégrateur. Alors bien sûr, une fois que j'ai l'intégrateur, il faut que je l'exécute, donc je vais prendre
pour tout un tas de valeurs de départ, qui sont toutes celles qui partent ici de 1,1 fois j plus, enfin le j du physicien, donc 1,1 fois i jusqu'à 4 fois i, j'en prends 20 pour faire un petit échantillon, je fais ma ligne de champ qui a été déterminée par ça, avec tous les trucs par défaut, je ne m'amuse pas à les changer, et ensuite je trace la partie imaginaire en fonction de la partie réelle de chacune de ces listes. J'ai renvoyé un arrêt, donc c'est un arrêt de valeur de complexe, donc il sait prendre la partie imaginaire et la partie réelle. Je fais un petit dessin en m'assurant que les deux axes ont la même unité, entre moins 5 et 5, je sauvegarde le résultat, et voilà, vous avez que autour du premier fil, les lignes de champ ont tendance à se fermer. Il y en a pareil qui se ferment autour du deuxième fil, mais je ne les ai pas représentés parce que je n'ai pas pris les départs aux alentours du deuxième fil. Si je l'avais fait, j'en aurais eu. Et puis, il y a un moment où la ligne de champ va avoir tendance à, comme les deux champs tournent dans le même sens, il y a un moment où ça ne va pas revenir ici et je vais avoir la forme en cacahuète qui apparaît à ce niveau-là. Et vous aurez vos lignes de champ qui correspondent. Bien, alors maintenant qu'on a vu quelques exemples de cartes de champ, et donc il faut bien retenir la carte de champ de la sphère circulaire et puis le fait que l'aimant et la bobine longue en fait ont des cartes de champ similaires, on va essayer d'exploiter ces cartes de champ. Si jamais on vous donne une carte de champ inédite, il faut que vous soyez capable de retrouver plusieurs choses, par exemple identifier les zones où le champ est uniforme, les zones où le champ est faible et les emplacements des sources. Donc, l'exploitation de ces cartes de champ, donc des cartes de champ magnétique, là encore, si jamais on vous les fournit, vous devez être capable de le faire. Donc, pour exploiter ces cartes de champ, on a besoin de les regarder bien dans les yeux, et la première chose qu'on peut faire et qu'on peut voir, c'est où se trouvent les différentes sources. Donc les sources du champ magnétique sont reconnaissables dans la carte de champ parce que les lignes de champ sont toujours en courbe fermée autour des conducteurs qui sont parcourus par le courant. Donc les lignes de champ sont des courbes fermées et qui sont toujours refermées autour du conducteur parcouru par le champ le courant électrique. Parcouru par les courants électriques. Et toujours, ces courants électriques, ils sont perpendiculaires au plan de la carte. C'est-à-dire quand vous avez une carte de champ et que vous voyez, alors bien sûr, hein, il faut qu'on voit la ligne de champ entière se refermer, pas simplement un point qui traverse la carte, donc la ligne de champ entière, c'est souvent le cas. À ce moment-là, le conducteur est forcément au centre de ces zones-là. Donc on peut retenir que le champ magnétique circule. Il y a vraiment une histoire de circulation du champ magnétique autour des sources. Cet aspect de circulation, c'est en plus un terme que vous retrouverez l'an prochain quand vous calculerez la circulation d'un champ électrique, d'un champ magnétique autour de lignes de champ. Et c'est ça qui vous permet de le voir. Alors sur ce petit exemple, on le remet comme ça. Sur ce petit exemple, vous voyez que là, il y a un conducteur qui est perpendiculaire au plan qui contient, dans lequel on va regarder la carte de champ. Et le champ, les lignes de champ magnétique tournent tranquillement autour de votre conducteur. Et ça, on va tout de suite le voir, peut être retrouvé, enfin le sens de parcours peut être retrouvé avec la règle de la main droite, toujours la main droite. Vous aviez déjà avec la bobine une règle qui disait que quand on suivait avec les doigts la direction du courant dans la bobine, le pouce indiquait le sens du champ magnétique. Et bien là, la règle est exactement la même. Si vous suivez avec les doigts la direction
des lignes de champ magnétique, le pouce vous indique la direction du courant. Donc c'est une même règle, que vous suiviez le courant pour avoir le champ magnétique ou ici le champ magnétique pour avoir le courant, vous utilisez toujours votre main droite à tous les coups. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se noter. Et en outre, alors normalement, vous n'avez pas à connaître la formule, mais elle est tellement habituelle que les examinateurs risquent peut-être d'oublier de vous la rappeler. Donc là, on est dans le plan et puis on a le champ magnétique qui tourne. Et quand vous avez ici un fil infini selon un vecteur EZ est parcouru par un courant I selon EZ, donc dans le compté positif s'il va dans le sens de EZ et négatif s'il va dans l'autre sens, et bien le champ magnétique qui est créé autour de ce fil, comme il est en train de tourner, vous voyez qu'il est sur une orbite circulaire, donc il va être selon le vecteur Eθ et son expression va être en mu0i sur 2pi r, où r, ça va être la distance que vous avez là entre le point où vous regardez et le fil, effectivement, dans le même plan OXY, enfin le plan horizontal là-dedans. Donc cette expression-là ne doit pas forcément, enfin, officiellement n'est pas forcément à connaître par cœur, mais il est bon de l'avoir dans un coin de votre tête. Et l'an prochain, donc ça c'est pour votre futur vous, vous pourrez retrouver cette expression très facilement avec ce qu'on appelle le théorème d'Ampère, qui fait calculer la circulation du champ magnétique sur ce cercle. Et donc vous avez que le champ magnétique multiplié par le périmètre du cercle de Pierre, c'est mu0 fois le courant I qui passe au travers, qui traverse ce cercle. On parle souvent de courant enlacé, ce qui permet de retrouver cette expression assez facilement. Donc ça, on le verra, enfin vous le verrez l'année prochaine, et ça vous permettra de vous y retrouver. Alors, donc la première chose, c'était la recherche de l'emplacement des sources. Et maintenant, une fois qu'on a les sources, on aimerait bien avoir le sens du courant. La recherche du sens du courant. Et ce sens du courant va nous être donné par la fameuse et encore règle de la main droite. Donc là, je vais vous montrer encore un autre petit dessin. Le mieux, c'est de regarder directement sur ce dessin en particulier. Voilà. Donc, sur ce dessin, vous voyez ici que, en prenant ma main droite, si le courant va vers le haut selon ce fil-là, le champ magnétique rentre de ce côté-là, donc il suit la direction des doigts, il sort de la feuille ici et rentre du coup de la feuille de l'autre côté. Ou inversement, si vous prenez votre courant vers le bas, l'enroulement de la main fait que le champ magnétique de ce côté gauche va vers la feuille, alors que le champ magnétique du côté droit remonte vers vous à ce niveau-là. Donc cette règle de la main droite marche, que vous mettiez le pouce selon le courant, ou le champ magnétique, le pouce selon le courant ou le pouce selon le champ magnétique. À chaque fois, l'enroulement vous donne l'enroulement de la quantité duale, c'est-à-dire si vous avez le courant, ça vous donne le champ magnétique, si vous avez le champ magnétique, ça vous donne le courant, et avec cette règle, vous pouvez le retrouver. Comme dit, elle marche aussi pour les solénoïdes, c'est-à-dire les bobines. Là, vous avez l'enroulement du courant qui se fait dans ce sens-là, par exemple. À ce moment-là, le champ magnétique va là. Si au contraire, votre courant s'enroule dans ce sens-là, le champ magnétique irait ici vers la droite. Donc, règle de la main droite, là, il faut l'utiliser et voir à quoi ça correspond. Si vous voulez vous faire un petit dessin, vous dessinez le fil avec le courant qui passe comme ça, vous dessinez votre petite main avec le pouce qui est là, et puis les doigts qu'on voit et qui remontent comme ça, hop,
Et vous avez que le champ magnétique s'enroule ici autour, dans ce sens, dans le même sens que votre main droite. Bien sûr, il faut réussir à dessiner en 3D, mais vous voyez l'idée. Là encore, souvent, vous me verrez faire ce geste-là avec la main pour essayer de déterminer. Ici, vous avez bien le pouce qui est là, l'enroulement qui est comme ça, et donc le champ magnétique qui a tendance à tourner dans ce sens-là. Bien. Alors, au niveau de la norme du champ magnétique, c'est aussi quelque chose que l'on peut voir sur la carte de champ, mais uniquement parce que le champ magnétique est ce qu'on appelle un flux conservatif, et c'est ce caractère conservatif du flux qui vous permet de retrouver une expression de la norme. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand les lignes de champ magnétique se resserrent, ça veut dire, donc, pour un dessin donné, les lignes de champ magnétique de champ B se resserrent, automatiquement la norme du champ magnétique augmente. Donc la norme de B augmente. Et il faut donc que vous soyez capable, à vue, de déterminer les zones où le champ magnétique est plus important, des zones où le champ magnétique est moins important. Donc là, j'avais la règle de la main droite qui était le point important tout à l'heure. Donc, quand on regarde ça, alors je vais vous décrire 2 secondes la démonstration. Celle-ci, pareil, ça sera banal quand vous serez en 2e année. Cette année, il va falloir d'abord introduire un certain nombre de grandeurs à l'intérieur. Donc ici, votre champ magnétique, donc on sait grâce aux équations de Maxwell que vous verrez l'année prochaine qu'il y a flux conservatif. Et donc ça veut dire que toute ligne qui rentre dans un volume donné, donc que vous regardez dans un volume de l'espace, elle doit en ressortir, ou de manière plus exacte, le flux du champ B à travers une surface fermée. Donc vous prenez par exemple ce cône de trompette, va constituer une surface fermée, parce qu'il y a une ouverture ici, une autre là, donc vous mettez 2 plaques ici, puis le cône en lui-même, enfin la trompette en elle-même, et ça vous fait un volume pour lequel il y a un intérieur et un extérieur. Donc ce volume, on peut le découper en 3 surfaces, la surface d'entrée ici, la surface de sortie et les bords de la trompette. Et sur ces 3 surfaces, le fait de dire que le champ magnétique est à flux conservatif, le flux se note phi comme ça, et ça veut dire que l'intégrale du produit scalaire du champ avec le vecteur surface est nul. Alors, il y a une règle, on verra un petit peu plus tard, on fera des calculs précis dessus, mais le vecteur surface, c'est quelque chose qui, par rapport à une surface, est perpendiculaire à cette surface. Alors là, je prends un vecteur élémentaire, donc à chaque fois que je bouge sur la surface S3, là, ce vecteur-là bouge. Au niveau de S1, le vecteur est vers la gauche, au niveau de S2, le vecteur est vers la droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout point de la surface S3, comme j'ai pris une surface qui est tangente à une ligne de champ en tout point, donc je prends un système révolutif comme ça, ça veut dire que le champ magnétique est orthogonal à la surface. Donc le produit scalaire de B avec tous les ds, même s'ils bougent au cours de cette surface, à chaque fois, ça me donne 0. En revanche, sur ces 2 surfaces-là, le produit scalaire va pouvoir être calculé assez facilement, et si on prend ces surfaces de sorte que le B soit bien perpendiculaire, là il suffit de multiplier ça. Donc dans un cas simple où le champ magnétique est constant sur chacune des surfaces, ça nous permettrait d'obtenir l'expression de sa norme. Alors là je l'ai noté en disant je prends la valeur moyenne du champ magnétique sur la surface et je multiplie par la surface. Il est compté négatif sur la partie gauche parce qu'en fait le champ est en train de rentrer alors que les flux sont comptés positivement quand ils sont en train de sortir du champ, et de l'autre côté vous avez le flux qui est compté positivement, et comme dit, le flux sur la 3e surface va être nul étant donné que les 2 sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc on a d'un côté le flux au travers de l'ensemble des 3 surfaces qui est nul, puis on peut décomposer ce flux en 3 valeurs différentes, et sur ces 3 valeurs différentes
il y en a une qui est nulle et deux autres qui sont relativement faciles à calculer. Donc il doit y avoir égalité de ce terme-là avec celui-là, ce qui veut dire que comme la surface S1 est plus importante que la surface S2, nécessairement le champ magnétique moyen au niveau de la surface S2 est plus important que celui au niveau de la surface S1, ce qui se voit dans les lignes de champ puisqu'on a le rétrécissement des lignes de champ qui se resserrent à ce niveau-là. Bon, alors une fois qu'on peut obtenir ça, on va se poser la question de comment créer des zones particulières pour lesquelles le champ magnétique est uniforme. Donc on a réalisation d'une zone de champ uniforme et on a plusieurs possibilités pour réaliser ça. D'abord avec un aimant, tout simplement. Alors pas un aimant droit comme on les a vus jusqu'à présent, mais un aimant dit en U. Cet aimant en U, je vais vous le dessiner tout de suite pour obtenir sa forme. Alors bien entendu, il a une forme de U. Donc c'est un aimant en U et c'est un aimant qui va avoir une tête à peu près comme ça. Hop. Voilà. Donc un aimant en fer à cheval avec une zone qui va être le pôle nord, une zone qui va être le pôle sud. Donc le pôle nord, je vais mettre des hachures comme ça pour vous dire de quel côté c'est. Et le champ magnétique a tendance à aller systématiquement, il sort du nord pour aller au sud. Et dans un aimant en U, si celui-ci a été correctement fait, vous avez que toutes ces lignes de champ vont être parallèles entre elles et équidistantes, ce qui est caractéristique d'un champ qui soit uniforme. Uniforme parce que sa direction est la même et comme les lignes ne se resserrent ou ne s'écartent pas les unes des autres, vous allez avoir que la norme du champ va aussi être la même. Alors bien sûr, sur les bords, il y a ce qu'on appelle les effets de bord, c'est-à-dire que les lignes de champ commencent à partir du nord pour revenir au sud. Alors bien sûr, après, ces lignes en question se referment au travers de l'aimant, hein, donc ce qu'on ne voit pas, et généralement on représente juste la partie externe à l'aimant plutôt que la partie interne, mais vous en aurez un petit peu partout. Donc vous avez ici la zone de champ uniforme qui est reconnaissable dans le diagramme, dans le schéma, parce que c'est une zone où les lignes de champ sont parallèles entre elles et équidistantes. Alors bien sûr, le terme équidistant présuppose que la personne qui a fait le dessin l'ait fait de manière correcte, parce que rien ne m'empêche de supprimer juste celle-là et puis celle-là, donc en avoir une puis deux avec des trous au milieu. Le champ serait quand même uniforme, mais en règle générale, quand on fait ces choix, on part avec d'endroits qui sont régulièrement espacés, et ces endroits restent régulièrement espacés exactement de la même manière, ce qui me donne une délimitation par mon tube en U. Si vous voulez voir le petit dessin correctement, j'ai l'impression que j'ai été assez correct dans mon dessin. Vous voyez qu'il y a une zone de champ uniforme et sur les bords des déformations avec un champ qui devient de moins en moins uniforme. Vous remarquez que ici, même si j'ai pris à peu près la même distance pour le départ, les lignes s'écartent, donc la norme ici du champ magnétique va être plus faible que celle qu'on peut voir de ce côté-là. Donc ça, c'est une première manière de réaliser un champ uniforme, et vous avez une deuxième manière, ça demande quand même d'avoir un aimant extérieur. Vous avez une deuxième manière qui est d'utiliser une bobine et de regarder une bobine alors de très grande longueur, donc dans la limite d'une taille infinie. Donc, bien sûr, en pratique, on ne peut jamais faire une bobine infinie, on aura toujours des effets de bord, mais quand on prend la limite d'une bobine, quand la taille de la bobine tend vers l'infini, on peut montrer que le champ à l'intérieur devient constant. Alors je vais vous le montrer avec des petites animations, enfin des petites modélisations Python. Donc là, j'ai en fait une spire qui est comme ça. Et autour de cette spire, il y a production de champs magnétiques. Normalement, ça me fait mes deux
des deux ailes de papillon. Alors le fait que je mette une première spire et une deuxième spire fait que les deux séries d'ailes de papillon qui vont être de ce côté-là ont tendance à, comme le courant vient dans le même sens ici et là, on va tourner dans le même sens, et donc il y a un moment où ces deux lignes de champ se recombinent pour en former une seule qui va tourner globalement autour de ces deux fils qui auront leur courant dans le même sens. De l'autre côté, les courants sont dans le sens contraire, et vous voyez que dans la zone qui est ici, les lignes de champ sont quasiment parallèles entre elles, ce qui me permettrait d'avoir une zone où c'est à peu près, le champ est à peu près uniforme. Alors si j'en mets plus de spires, et je rajoute une troisième spire au milieu, j'obtiens plus de zones où le champ est uniforme avec une petite baisse à chaque fois entre les spires. Et si je m'amuse à mettre beaucoup de spires, donc là je prends des spires qui sont quasiment jointives les unes aux autres, vous voyez que à l'intérieur de la bobine, je me retrouve avec des lignes de champ qui sont bien parallèles. Donc cette fois-ci, les lignes de champ, le champ magnétique va être sur cet axe-là, directement horizontal, et donc vous aurez un pôle nord et un pôle sud qui vont être de chaque côté de la bobine. À l'extérieur de la bobine, les lignes de champ s'éloignent, donc le champ magnétique diminue, alors qu'à l'intérieur, c'est l'endroit où il va être au maximum et il va avoir tendance à rester constant. Donc ça, c'est quand vous prenez des bobines. Donc les bobines, on a tendance à les dessiner comme ça. Vous voyez donc le courant qui, par exemple, vient vers vous ici et repart dans le plan de la feuille à cet endroit-là. Et les lignes de champ correspondantes vont avoir de toutes petites fluctuations à chaque fois qu'elles passent là. Hop, hop. Et pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et par exemple, alors là, on peut utiliser la règle de la main droite qu'on a vue tout à l'heure pour se poser la question de l'orientation de ces lignes de champ avec le choix que j'ai fait pour le courant électrique. Le courant électrique monte comme ça à la perpendiculaire dans la partie haute. J'ai donc que le champ magnétique doit tourner dans ce sens-là au niveau de la ligne de champ. Inversement, ici, il rentre dedans, donc la règle de la main droite me dit que ça doit tourner ici dans le sens. Et dans les deux cas, vous avez, ce que je voulais vérifier, c'était que le champ magnétique rentrait bien dans le même sens et ressortait dans le même sens. Et maintenant, si j'utilise la main droite en me disant ma bobine, le courant électrique est en train de faire un cercle qui est comme ça, donc je prends ma main droite vers le haut, ça me donne bien un champ magnétique qui va aller ici vers la droite, comme c'est indiqué à cet endroit. Donc, pour une bobine, plus la bobine est de grande longueur, plus la zone de champ uniforme à l'intérieur va être importante. Alors, il y a une formule que là, par contre, vous devez savoir, c'est le champ qui est créé par une bobine infinie. Donc, si on considère le champ créé par une bobine infinie, cette bobine, sur son axe, va créer un champ magnétique donc uniforme à l'intérieur de la bobine et au niveau de l'axe, donc on peut montrer que ça va s'écrire mu0 mi selon EZ avec l'axe de la bobine qui correspond à EZ et où le n c'est le nombre de spires par mètre, donc on compte le nombre total de spires divisé par la longueur de la bobine multiplié par i selon EZ. Donc cette expression-là, par contre, elle est absolument à connaître et à savoir utiliser directement dans les exercices. Donc où n, c'est la densité de spires, soit n égale grand N sur L, où j'ai le nombre de spires divisé par la longueur
de la bobine. Alors bien sûr, je me suis placé dans le cas où la bobine est infinie, donc cette longueur devrait être infinie, mais si j'ai une longueur ici infinie, le nombre total de spires est infini aussi, puisque je continue à en mettre les uns après les autres. Donc j'ai l'infini sur l'infini, qui n'est pas une forme indéterminée, parce qu'il suffit que j'ai la même densité de spires, donc le même nombre de spires par mètre, et ça me permet de retrouver ça. Et le courant I, c'est le courant qui parcourt chaque spire. Bien sûr, dans une vraie bobine, on n'a pas des spires qui sont séparés. On a un seul fil qui n'arrête pas de s'enrouler comme ça, donc avec des spires qui vont être légèrement de travers. Mais si on suppose, si on modélise ça comme une infinité de petits cercles parcourus tous par le même courant, c'est plus facile pour faire la démonstration et obtenir ce cas-là. Donc ça, c'est caractéristique et il faut pouvoir évaluer l'ordre de grandeur du champ magnétique par rapport à l'expression qui est fournie. Au passage, vous pouvez voir vérification d'homogénéité. Le mu0, je ne vous ai pas dit dans quel système d'unité c'était. Donc mu0, c'est ce qu'on appelle la constante de perméabilité magnétique du vide. Perméabilité magnétique, puisque ça joue pour le champ magnétique du vide, parce qu'on verra que à l'intérieur des métaux notamment, ça peut changer. Et votre mu0, il vaut de manière exacte, en tout cas il valait de manière exacte avec le nouveau système international qui est rentré en vigueur cette année. Il me semble que c'est différent, mais il valait de manière exacte 4pi 10-7 dans les unités de mesure internationale. Mais je ne le décris pas. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la dimension d'un champ magnétique, c'est la dimension de ce fameux mu0 multiplié par la dimension d'un courant et divisé par une longueur. Donc vous avez mu0i divisé par une longueur systématiquement. On a bien mu0i et n qui est l'inverse d'une longueur, puisque le grand N est sans dimension. Avec ça, ça nous permet de retrouver rapidement si une expression est correcte. Si on revient à l'expression du fil, on peut vérifier qu'on avait aussi la même expression. On a mu0 fois i, donc un mu0 fois un i, divisé par une longueur, le 2pi est sans dimension. Donc on retrouve bien ça, et ce qui est une vérification qui permet d'obtenir que le champ magnétique, de vérifier votre expression du champ magnétique si jamais on vous demande de faire un calcul un petit peu plus détaillé. Alors vous voyez que je peux très bien avoir le même champ magnétique si je me débrouille pour que le rapport du nombre de spires sur la longueur soit le même. C'est-à-dire si j'ai une petite bobine avec un certain nombre de spires, donc avec une longueur L pas très grande et un nombre N pas forcément grand, mais si je prends une deuxième qui serait beaucoup plus longue, mais qui a la même distance entre deux spires, donc là j'ai N' ici et L' là, si vous avez que le rapport N sur L est égal à N' sur L', alors le champ créé par la première spire est égal au champ créé par la deuxième spire à courant égaux. Bien sûr, si vous ne mettez pas le même courant, ça changera bien évidemment. Donc ça me permet d'adapter et de créer des zones de champ magnétique intenses et uniformes si jamais on a besoin d'une telle situation, par exemple pour mettre votre cyclotron à l'intérieur. Alors le problème de cette situation, c'est que il va falloir réussir à construire des bobines qui soient suffisamment larges pour pouvoir mettre quelque chose dedans pour le plonger ensuite dans le champ magnétique. Donc on a besoin d'autres systèmes pour créer une zone de champ magnétique uniforme qui ne soit pas forcément aussi compliqué à mettre en place. Et c'est ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz.
Donc Helmholtz, l'idée c'est, je prends 2 spires, donc une par exemple qui vient vers vous comme ça, là, et qui, hop, une deuxième pareil qui vient vers vous. On va utiliser la représentation de Cram comme en chimie. Ici, avec un axe qui est commun. Alors, en pratique, les 2 spires, c'est plutôt 2 bobines, mais 2 bobines ultra plates, donc qui ne vérifient pas cette relation-là. Eh bien, si je choisis de mettre, donc ces 2 spires ont un rayon R, et si je choisis de mettre ici le même rayon R, à ce moment-là, je vais avoir que la zone qui est ici est une zone de champ quasi uniforme. On va voir ça tout de suite sur un petit dessin. Et sur le petit dessin, vous avez ici vos 2 bobines de Helmholtz. Donc là, vous voyez qu'on vérifie que cette distance-là est la même que celle-ci. Et c'est dans cette configuration-là, vous avez que les 2 spires. Il y a une spire qui crée un pic de champ magnétique au niveau de son centre, la deuxième fait un pic de champ magnétique au niveau de son centre à elle, et quand je somme ces deux-là, en fait, mathématiquement, ça revient à faire un développement limité au niveau de 0, et on se rend compte que jusqu'à l'ordre 4, tous les termes sont nuls, et on se retrouve avec quelque chose qui est quasiment plat, et donc une zone où le champ va être quasiment uniforme. On regarde une autre petite simulation. Donc là, de nouveau, j'ai pris 2 spires. Je les ai mises au bon endroit. Et vous voyez que dans la zone du milieu, les lignes de champ magnétique sont quasi parallèles, ce qui me donne bien toute une zone où le champ est quasiment uniforme. Bien sûr, dès que je sors d'un côté ou de l'autre, les effets de bord font que ça disparaît. Mais en pratique, quand vous avez vos 2 spires, alors bien sûr, il faut les mettre dans le même sens. C'est-à-dire que les 2 champs magnétiques ici vont vers la gauche et s'additionnent, et lorsque ça s'additionne, on obtient la zone uniforme. Si jamais vous aviez branché à l'envers, et donc avoir un dans ce sens-là et un dans celui-là, au milieu, puisque vous êtes équidistant des 2 spires, c'est forcément vous vous retrouvez avec un champ magnétique qui va être nul, et pas du tout ce que vous voulez. Donc quand on fera le TP correspondant, faites attention à ce que les 2 branchements soient dans le même sens. Plus exactement, vous prendrez votre sonde de Hall pour faire la mesure du champ magnétique. Si vous obtenez un truc quasiment nul au milieu, il suffit d'échanger les 2 fils sur une des spires si vous les aviez mal branchés, et ça vous permettra de récupérer le champ magnétique dans le bon sens. Donc c'est tout pour cette deuxième partie. La prochaine vidéo concernera la partie sur les moments magnétiques où on va commencer à parler orientation de surface, flux et compagnie, et on va travailler sur l'analogie entre la bobine et l'aimant.